tous et bienvenue sur Voyageurs de demain, le podcast qui vous fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un voyageur engagé pour vous donner des conseils et vous inspirer à voyager différemment. On aborde notamment les thèmes du changement climatique, de la transition écologique et du mode de vie zéro déchet quand on voyage ou que l'on s'installe à l'étranger. Pour en savoir plus sur mes invités et retrouver les notes des épisodes, rendez-vous sur le site du podcast. Une petite annonce avant de continuer. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez peut-être remarqué que le podcast qui s'appelait anciennement Globe Cleaners vient de changer de nom. Rassurez-vous, même si le nom a changé, les thèmes abordés restent les mêmes. Aujourd'hui, je reçois Camille. Peut-être la connaissez-vous déjà via son podcast Graines de possible ou encore son implication dans le collectif On est prêt. Si ce n'est pas déjà le cas, vous allez découvrir une jeune femme pétillante et pleine de positivité. Camille a grandi entourée par la nature dans un environnement familial écolo avant de quitter ses montagnes pour faire ses études à Paris. Un heureux hasard l'a amenée à devenir membre bénévole de l'équipe On est prêt. On a notamment échangé à propos de son engagement pour le climat et de ses actions au quotidien pour faire sa part et éveiller les consciences, toujours dans la bienveillance. On a aussi parlé de son dernier projet sur Instagram, Atterrissage, qu'elle a créé suite au déclic qu'elle a eu à propos de l'impact carbone de l'avion et de la nécessité de repenser notre approche du voyage. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec mon invité. Bonne écoute! Bonjour Camille et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Hélène. Alors pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, d'où tu viens? Bien sûr, avec plaisir. Du coup moi c'est Camille Etienne, j'ai 21 ans. Donc je suis encore partie de la bande des jeunes qui lèvent leur voix un peu pour le climat. Et je viens d'un petit village perdu en Savoie, où j'ai grandi littéralement au milieu des arbres et des flocons de neige, et moi ça m'allait très très bien. J'ai fait du ski de fond en compétition pendant 17 ans, et puis après est arrivé le moment des études, le moment fatidique des études, savoir qu'est-ce qu'on allait faire de notre vie. Et en fait j'ai toujours été hyper entourée de nature. Ma mère était 100% bio, produit local, zéro déchet, et à une époque où c'était pas spécialement sexy, drôle et trendy de faire ça. Et donc en fait moi c'est vraiment, j'ai jamais eu de déclic, ça a toujours été une habitude en fait de protéger cette terre qui était autour de moi, parce que c'était mon plus grand terrain de jeu, c'était mon plus beau frigo. Et en fait en grandissant je me suis rendu compte que tout le monde avait pas eu cette chance là de grandir au contact de la nature. Et donc moi je suis partie à Paris, à Sciences Po Paris, donc une école qui fait plutôt de la politique, où il y a pas mal de politiciens, de dirigeants, comme on dit, de France qui sont passés par là. Et en fait, donc j'étais en bicursus avec la Sorbonne en philosophie. Et c'est un peu là où en fait je me suis rendu compte que il y avait un problème avec cette prise de conscience-là environnementale. Parce que moi, j'ai eu de la chance de voyager quand j'étais plus jeune, donc j'étais allée au Madagascar, j'étais allée au Mexique en sac à dos avec mon père. Et j'avais vu la pauvreté, j'avais vu les gens qui avaient pas accès à l'école, j'avais vu tout ça. Donc je m'étais dit, voilà, c'est ça le problème de nos sociétés, donc du coup je vais m'engager là-dedans. Donc je suis allée donner des cours à Calais, au camp de réfugiés de Calais, j'ai monté des antennes d'Amnesty International, enfin voilà. Je m'engageais, mais pour moi, en fait, il n'y avait pas de problème avec l'environnement, parce que là où j'ai grandi, c'était... tout le monde en avait conscience, disons. Et là, du coup, je suis arrivée à Paris, et avec des gens qui étaient super brillants, et qui sont toujours d'ailleurs super brillants. Mais j'ai vu qu'en fait ils étaient pas spécialement hyper au courant de toute cette problématique environnementale, et je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire, parce que c'est des gens qui vont avoir aussi des positions plus tard, et donc il faut que je lève ma voix. Sauf que je me suis dit mais qui je suis pour faire ça? Et donc c'est là où il y a un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui est arrivé, et je me suis dit je vais d'abord me former avant de dire sur les réseaux sociaux voilà ce qu'il faut faire. Et donc je suis partie 1 an en Finlande l'année dernière, faire une fac d'agriculture et de sciences dures. En fait, en Finlande, ils ont une vision de l'éducation beaucoup plus large que la nôtre, et en tout cas en France. Et en fait, du moment que je validais les cours, j'avais le droit de prendre des cours de master de méthode d'agriculture écologique, où on a passé 1 an à essayer de redesigner une ferme pour qu'elle soit plus écolo,
ou d'anthropologie du climate change, enfin voilà. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, et en rentrant, je me suis dit, ça y est, il est temps d'essayer de partager un peu ce que j'ai appris. Même si c'est peut-être une infime partie de cette immensité du problème, voilà, maintenant j'ai une mission qui est d'essayer de faire en sorte que le plus de gens possible aient envie d'aller chercher par eux-mêmes les réponses à ces questions-là. Donc j'ai créé un petit compte qui s'appelle Graines de Possible sur Instagram et qui était surtout là pour un podcast qui s'appelle aussi Graines de Possible, où je rencontre des acteurs du changement, des gens qui ont envie de changer le monde. Et voilà. Tu parlais tout à l'heure du coup que tu as grandi dans la nature, en montagne, et du coup tu es venue à Paris pour les études. Comment ça s'est passé cette transition écologique presque à l'envers en fait, je dirais? Ouais, c'était honnêtement pas facile au début. Je l'ai un peu mal vécu, j'avoue, la première année. Parce que aussi je faisais beaucoup de sport dans la nature tout le temps. Là j'arrive, il faut que je cours sous les pots d'échappement. Il faut que que je fasse mes courses dans un supermarché plein de plastique alors que j'avais un grand jardin. Enfin, c'était pas évident. Mais maintenant, je m'y suis vraiment adaptée. Et je pense que on peut être heureux. Enfin, moi, en tout cas, je peux réussir à être heureuse ici à Paris un certain temps. Il y a plein de choses qui existent. Par exemple, là, maintenant, je suis dans une AMAP. Donc, chaque lundi, je vais prendre mon petit tote bag et j'ai un panier qui m'attend de fruits et légumes que j'ai déjà payé en avance. Je vois mon petit producteur que je connais très bien, avec qui j'ai l'habitude de discuter. Il va me raconter, voilà, l'histoire des petites tomates que je suis en train d'acheter. Donc je retrouve ce lien de différentes manières que c'était à la campagne, mais il y a des choses qui existent. Il y a plein d'associations, il y a on peut rien qu'aller à la Fondation Good Planet à Paris où c'est un petit hameau de biodiversité incroyable. Il y a des choses, il y a un ami qui a ouvert des ruches qui s'appelle les ruches de Montessori, où donc en fait en plein milieu de Paris on peut voir des abeilles, il y a des potagers de permaculture urbaine, il y a plein de choses qui existent aussi, qui sont différentes, mais en fait ça vaut le coup de persévérer, de chercher, de se renseigner, parce que je pense qu'on peut finir par être heureux dans ces villes, au moins si c'est un moment où on n'a pas le choix, par exemple dans les études où on est là. On peut quand même se connecter à la nature, on peut trouver des endroits où pour manger bien, pour manger local, et faut juste persévérer. T'as des conseils justement pour démarrer, s'il y en a qui démarrent, ou persévérer? Déjà, en fait, il existe souvent plein de ressources, donc rapprochez-vous des associations. Je sais que, par exemple, à Paris, il y a la maison du zéro déchet. Là, ils font des formations pour savoir comment commencer son lombricomposteur, qui fait qu'on va pouvoir avoir un compost en ville. Donc en fait, on peut aussi avoir son petit compost. Moi, j'ai un appartement de 30 mètres carrés avec absolument aucun balcon. J'ai quand même réussi à avoir mon compost. Il y a mes petits vers de terre qui sont là, juste à côté de mon lave-vaisselle. J'ai juste une toute petite fenêtre, mais j'ai mis des bacs, et donc je dois avoir 2 poivrons, une aubergine, peut-être 10 tomates cerises sur toute l'année. Mais du coup, je garde ce lien de plaisir où je cultive un petit peu des choses, et donc j'ai ce plaisir-là de toucher la terre. Et profitez-en aussi pour faire du coup tout ce qu'on n'a pas quand on est à la campagne, c'est-à-dire que moi, alors à l'inverse, j'avais vraiment cette connexion avec la nature qui était super forte, mais ce qu'il y avait pas, c'était par exemple toutes les associations. À chaque fois que je voulais faire quelque chose, il fallait que je le crée moi-même. Donc c'était super enrichissant, mais quelque part j'étais un peu seule et démunie, et en fait si vous vous trouvez malgré vous dans une grande ville, et essayez de justement en profiter pour faire tout ce qu'il y a pas, donc c'est-à-dire voir toutes ces conférences que vous allez avoir accès avec des gens passionnants, d'aller voir je sais pas, des films, donc profitez-en aussi pour faire cette écologie là qu'on peut pas faire parce qu'on est dans une France très centralisée, donc beaucoup de choses se passent malheureusement à Paris. Donc, faut savoir aussi que tu fais partie du collectif On est prêt. Comment ça s'est passé, ton engagement dans ce collectif, et qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, personnellement? Alors, comment ça s'est passé? C'est vraiment un beau hasard. Donc, j'étais en Finlande, et j'avais fini mon année un peu plus tôt, parce que j'avais pris plus de cours, enfin voilà. Et j'avais déjà pris mon billet d'avion. C'était la dernière fois que j'ai pris l'avion, et on en reparlera. Et là, je reçois un mail où, en fait, il y avait De Rugy, qui était l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, qui me disait que j'avais été parmi les 100 tirés au sort. En fait, il avait publié un post sur Facebook en disant « Il y a 100 signataires de l'affaire du siècle ». Donc l'affaire du siècle, c'est quand On est prêt et d'autres associations ont porté plainte contre l'État pour inaction climatique. Moi, je l'avais signé. Je vais inviter 100 d'entre vous à faire un grand débat au ministère, et je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous avez signé et qu'est-ce que vous voulez que je change.
Je me suis dit, bah super, je like le post Facebook, je mets mon nom, mais alors vraiment sans jamais croire que ça allait marcher. Et je reçois ce message-là où on me dit, bon bah voilà, en fait, vous êtes sélectionné, machin. Et je me dis, mais mince, mais attends, mais je vais pas, enfin, j'avais déjà pris mon billet et j'allais rentrer, genre vraiment 2 jours après. Je me dis, Camille, tu vas dans une salle avec 100 personnes. Jamais tu vas pouvoir vraiment avoir un impact, parler, enfin, ça sert à rien. Enfin, on s'en fout, tu vois. Mais en fait, au fond de moi, je sais pas pourquoi, j'avais ce truc qui me disait, vas-y. Des fois, quand il y a un truc pas rationnel qui se passe, mais on a notre petit doigt intérieur qui nous dit, je sais pas, il y a un rendez-vous là à pas manquer, donc du coup, moi, j'ai essayé de pas manquer ce rendez-vous-là. J'ai payé 300 € en plus de billets d'avion. J'ai annulé tout mon truc. Mais j'y suis allée, sans trop savoir pourquoi, mais juste en écoutant un peu mes petites folies. Et là-bas, donc j'ai juste fait une petite intervention sur l'agriculture. Et à la sortie, donc j'ai rencontré vraiment par hasard Magali Payen, qui est du coup la fondatrice d'On est prêt. Et je savais absolument pas qui était cette dame. Et on commence à discuter. Elle me dit, ah bah c'était chouette ta petite intervention. Et puis moi, je lui dis, bah... Du coup, toi, qui tu es, machin, elle me dit, bah moi, je suis à On est prêt. Je dis, waouh, mais c'est fou. Parce que moi, j'avais vécu ça depuis la Finlande. Donc, complètement à l'extérieur. Et ça m'avait paru assez dingue. De voir quelque chose de complètement nouveau. Pour moi, c'était vraiment innovant de voir que des gens qui parlaient jamais de climat, des youtubeurs, des acteurs, des chanteurs, s'emparer de cette question-là. Et le fassent de manière aussi nouvelle. Et du coup, je me suis dit, je leur ai dit bravo, c'est génial et tout. Et ils m'ont dit, écoute, si jamais tu veux, on va prendre un café demain et voilà, et on se rencontre. Et le lendemain, je suis arrivée avec mon petit CV, on a parlé. Et le jour d'après, j'étais dans l'équipe. Et puis depuis, je pense que c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée parce que j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai vraiment grandi et grâce à toutes ces rencontres-là. Donc voilà. Et du coup, pour dire ce que c'est, on est prêt. Donc en fait. C'était la campagne qui a été la plus connue, c'était celle en décembre, où chaque jour il y avait un nouveau défi. Par exemple, aujourd'hui, achète ta gaudre réutilisable, aujourd'hui, repas végétalien, aujourd'hui, et à la fin, c'était l'affaire du siècle. Et donc l'idée, c'était de vraiment d'éveiller les consciences et de partir au premier niveau d'implication, de parler à des gens qui en avaient vraiment pas conscience de ce problème-là, et de les mettre pendant 1 mois dans l'action, pour dire après aux décideurs, voilà, les gens sont prêts à changer leur quotidien, manifestement. Donc nous, on attend de vous que vous soyez prêts aussi à prendre des vraies mesures radicales et qui soient plus macro, en fait, qui aient un impact plus grand. Et depuis, il y a eu plein d'autres projets qui sont faits avec On est prêt. Moi, j'ai beaucoup bossé sur le projet avec le Festival de Cannes, où du coup, j'avais 2 casquettes. D'un côté, j'étais chef de projet, et de l'autre, j'étais avec les 5 jeunes. En fait, Cyril Dion a écrit une tribune qui s'appelle Résister et créer, qu'on a initiée, nous, On est prêt. Et l'idée, c'était de demander au monde du cinéma, vous êtes les raconteurs d'histoire. Et nous, on a besoin d'inventer, en fait, un nouveau monde. Pour dire aux gens que c'est possible, qu'il faut y aller, que ça va, que c'est à la fois hyper angoissant ce qui nous arrive et en même temps ça peut être beau. On a besoin de leur vendre un demain et de leur dire que, en fait, de leur présenter un demain qui peut être désirable. Et donc, vous, les raconteurs d'histoire, vous êtes les professionnels pour faire ça, c'est votre métier. Combien de personnes ont eu des clics avec un film, quoi. C'est fou, on a tous un truc où ça nous a fait pleurer, où ça nous a fait rire, où ça nous a dérangé, où ça nous a bouleversé, juste devant un écran. Donc en fait, le pouvoir de l'imaginaire, du cinéma, des récits, pour moi, il est vraiment immense. Et donc, voilà, on a porté ce message-là avec 4 autres activistes européens, des jeunes, Adélaïde Charrier par exemple, qui est assez connue en Belgique, Vipulane aussi en France, et c'était une aventure de folie. Et voilà, et donc on allait monter les marches de Cannes et puis porter ce message-là en faisant une conférence de presse le lendemain, en rencontrant des gens, et depuis il y a vraiment des choses qui sont passées, donc c'est chouette. Il y a 200 personnalités qui ont signé la tribune, mais il y a suite à ça des producteurs qui nous ont contactés, des festivals qui nous ont contactés pour savoir comment on pouvait faire, et il y a des beaux projets qui arrivent, donc voilà, on est prêt un peu. Et puis là, il y a des belles choses qui arrivent de nouveau, donc il faut rester connecté, il faut suivre ce qui se passe un peu. Chez On est prêt, t'es bénévole, tu continues tes études à côté, comment ça se passe en fait ? Moi aujourd'hui, je suis bénévole dans l'équipe qui est un peu le noyau dur qui est toujours là, qui pilote un peu toutes les campagnes et tous les différents projets. J'ai aussi un talent manager, c'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des nouvelles personnes qui n'ont jamais parlé de ces questions-là, qui vont justement s'intéresser et qui vont avoir envie de devenir des porte-paroles. Donc des gens qui peuvent avoir de l'influence sur les réseaux sociaux par leur métier, donc pas mal de musiciens, pas mal de sportifs, etc. Mais qui n'ont pas l'habitude de parler de ces questions-là
et qui donc va avoir un public, entre guillemets, une audience, une communauté qui est pas spécialement sensible à ça. Et donc c'est ce que j'essaie de faire, voilà. C'est pas toujours évident de concilier les deux. À la fois mes études à Sciences Po, du coup je suis rentrée en master International Management and Sustainability, donc où je parle beaucoup de ces questions aussi environnementales. Et en même temps, c'est important pour moi de garder un pied dans l'action et dans cet engagement parce que ça me constitue et que je me vois pas absolument pas arrêter. Donc les deux se nourrissent. D'avoir des temps de réflexion aussi, des lectures, des conférences. Là, on a eu des conférences avec Gilles Boeuf, qui est un scientifique qui nous a parlé de l'effondrement de la biodiversité. J'ai un cours de philosophie de l'écologie où en fait on apprend à déconstruire toutes les notions et à voir à quel point le mot d'écologie en fait il est mal choisi. Enfin, c'est tous des trucs un peu qui sont complexes et en même temps ça me permet de nourrir ma réflexion et dans mon action et dans ma vulgarisation d'être aussi la plus juste possible et d'apporter des idées nouvelles. Donc les deux sont super importantes pour moi et j'arrêterai jamais de faire les deux, je pense. Est-ce que tu aurais des conseils en fait pour quand tu implémentes des nouvelles habitudes pour les garder au quotidien et les maintenir? Bien sûr, donc il y a je sais plus combien de jours, il me semble que c'est un truc comme un mois ou à peu près où on dit qu'il faut pour avoir une nouvelle habitude pour que donc en fait on passe par plusieurs phases. Au début c'est on a un peu l'euphorie du truc nouveau et après on a le moment où ça devient un peu juste pesant et il y a plus l'euphorie du début, en même temps c'est pas encore vraiment une habitude donc on se force un peu et c'est le moment où il faut surtout pas lâcher. Donc déjà voilà, ça persévérer à cette période-là. Et le deuxième conseil super important, c'est malgré l'urgence de prendre le temps. Et ça c'est pas un discours qui est facile à tenir parce qu'évidemment on voit tellement de choses super angoissantes. On nous dit on a 2 ans pour agir, toutes les 2 minutes il y a 33 tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans, il y a une espèce qui disparaît à jamais, il y a 54 terrains de foot qui sont rasés de forêt. Donc forcément quand on voit tous ces chiffres là vertigineux, on a envie de dire mais j'ai pas le temps en fait, il faut vraiment que d'un coup tout le monde se mette à avoir une alimentation à 90% végétalienne et arrête de prendre l'avion. Et il y a des moments où j'ai juste envie de crier, dire à tout le monde non stop, allez on arrête, c'est vraiment le moment. Et en fait je pense que ça c'est pas productif parce que justement on peut en décourager certains et on peut après ils peuvent arrêter l'action et se résigner, et ça il y a rien de pire que la résignation. Donc quand on est juste au début de sa prise de conscience, pour parler du zéro déchet par exemple, moi ce que je fais c'est que je conseille de commencer petit à petit, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va arriver à la fin d'un produit, on va se poser la question, comment est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de différent? Déjà, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et la plupart du temps, souvent c'est relativement non. Et puis après, sinon trouver une alternative de comment est-ce que je peux le remplacer pour que ça ait un impact qui soit limité sur l'environnement. Et puis sur ma santé aussi, parce que c'est très lié. On peut se dire quand on regarde l'alimentation, en fait, ou par exemple les produits ménagers, l'eau de javel, là clairement ça détruit nos cours d'eau, ça détruit la planète et il y a du plastique en plus. Et en même temps, c'est super mauvais parce que il va y avoir des perturbateurs endocriniens qui vont faire qu'on va pouvoir contracter des maladies comme des cancers. Donc y aller progressivement, ouais. Je pense que ça c'est important. Et donc l'idée de à chaque fois que je finis quelque chose se poser la question, je trouve que c'est une bonne méthode pour commencer. Alors après c'est discutable pour ce qui est par exemple l'eau de javel ou les choses qui polluent vraiment manifestement, ça je pense qu'on devrait les arrêter tout de suite, mais en fait l'idée aussi de dire c'est pas forcément une bonne idée de quand on veut d'un coup devenir zéro déchet de jeter tout ce qu'on a et de recommencer à acheter. En fait il y a tout un truc qui s'est créé autour de la consommation en fait du zéro déchet et il y a plein de trucs qu'on n'a pas besoin, franchement c'est super chouette. Je sais pas, par exemple au début quand j'ai commencé zéro déchet, je me suis acheté une panoplie de paille en bambou. En soi, avant ça, j'avais même pas de paille en plastique, j'utilise pas de paille. Donc en fait, juste des fois, finissez ce que vous avez au lieu de vouloir toujours racheter parce que c'est zéro déchet. L'idée c'est aussi de consommer moins et d'être dans du minimalisme plutôt. Donc il faut pas tomber dans le piège de dire oui mais c'est bio, oui mais machin. Et donc oui par exemple, oui mais c'est une marketing, c'est plein de marketing, donc du coup je refais mon dressing intégralement. En fait des fois il vaut mieux garder ce qu'on a, et si vraiment on a besoin d'un pantalon, se poser la question est-ce qu'il y a pas quelque chose déjà en friperie, et puis sinon est-ce que je trouve une marque éthique qui peut correspondre, plutôt faire dans ce sens-là, voilà. Quel genre de voyageuse tu étais peut-être et tu es maintenant? Alors le voyage c'est une grande question. Pour moi ça a toujours été quelque chose vraiment de super important. Je voyageais, j'ai pas voyagé des milliards de fois, on partait jamais 2 semaines en vacances ou quoi que ce soit, mais en fait c'était vraiment des voyages longs. Et mes parents sont séparés et à chaque fois on voyait mon père l'été souvent, et il nous amenait une année sur 2, on faisait un grand voyage. On loupait un peu d'école et on faisait à peu près 3 mois de vraiment en sac à dos, on prévoyait rien, on partait, je prenais juste le billet d'avion.
Et puis on campait, on était, on prenait les transports locaux et tout. Et j'ai énormément appris de ces voyages-là. Je pense que ça m'a vraiment aidé à être la personne que je suis aujourd'hui, à avoir une certaine ouverture d'esprit, à avoir une envie d'agir et tout. Donc voilà, c'était quelque chose c'est toujours quelque chose de super important pour moi. Mais récemment, donc j'ai forcément eu plus de prise de conscience encore écologique et je l'ai conscientisé, disons, mon quotidien en fait en soi, j'étais une écolo dans le sens où j'ai jamais mangé vraiment beaucoup de viande ni de poisson, ou ben je consommais très peu de plastique parce que voilà, parce que j'ai toujours voulu manger bio mais je m'étais pas vraiment, j'avais pas réfléchi le truc de manière hyper poussée. Et avec cette année en Finlande et avec l'engagement en EPREX, etc., j'ai commencé à faire une fois juste tomber sur un truc où il y avait le calcul des planètes, de combien il faudrait de planètes si tout le monde vivait comme toi, quoi. Et je trouve que c'est assez parlant. Et donc en fait donc moi en fait là j'étais vraiment à fond, en plus vraiment super zéro déchet, super. Je me suis dit OK, bon là franchement c'est bon, je vais pouvoir me la péter, faire une petite photo Instagram et dire à tout le monde regardez, vivez tous comme moi, on n'aurait besoin que d'une planète, je suis incroyable. Et en fait non, et en fait pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai fait le test et là alors évidemment c'est gros et tout, c'est pas hyper précis, mais ça donne vraiment un vrai ordre d'idée. Et là, il fallait 5 planètes. Donc je me suis dit, OK, bizarre. J'enlève des trucs en avion. Et donc en fait, j'étais partie à Bali avec la famille de mon copain et j'étais partie un mois l'été, enfin 2 mois même. Après, j'étais allée à l'île Maurice parce que lui vient de l'île Maurice, donc on avait passé Noël avec sa famille. Et puis après, vu que j'étais en Finlande et que lui était ici, j'ai fait des petits allers-retours, mais pas non plus des tonnes. Mais voilà, c'était pour voir ma famille. Et j'ai dû en faire 3-4 dans l'année. Je m'étais dit, ça va. Enfin, il y a des gens qui voyagent beaucoup plus autour de moi et tout. Ça me paraissait pas du tout ouf en fait. Et quand je les ai enlevés, et là, je vois qu'il y avait une terre. Donc je me suis dit, tu sais ce qu'il te reste à faire, quoi. Donc c'est là où je me suis dit, bon bah en fait, il va falloir vraiment que je change ça. Et j'ai eu un déclic. En fait, on me pose souvent cette question-là en interview ou quoi, c'est quoi tes déclics? Et en fait, j'ai pas de souvenir de déclic parce que comme je disais, ma famille a toujours été hyper engagée, machin. Mais en fait, l'avion, j'ai vraiment compris ce que c'était que d'avoir un déclic. C'est vraiment dans mon cerveau une pièce qui a tourné, ou enfin vraiment comme si on avait allumé un bouton ou connecté deux pièces de puzzle et que ça faisait du lien. En fait, j'ai vraiment pris conscience, parce que je savais que ça polluait. Mais dans mon cerveau, ça avait pas associé le fait de l'avion pollue et Camille, tu prends beaucoup l'avion. Il y a pas eu de connexion de ça qui se faisait. Et ce qu'on appelle dissonance cognitive, c'est vraiment ça. Il y a 2 pièces de puzzle qui sont pas imbriquées, quoi. Et là, au début, forcément, ça fait peur. Et ça me fait mal. Parce que je me dis, mais alors c'est fini tout ça, ces voyages au bout du monde qui me font tant de bien, c'est cette envie d'ailleurs, d'évasion, d'aventure, tout ça, ça veut dire que j'ai plus le droit de le faire si je veux continuer à être écolo. Et en même temps, enfin être écolo, ça veut dire, je dis être écolo, je déteste ce mot, mais c'est ça veut dire si je veux continuer à être en accord avec mes valeurs, si je veux que un jour avoir des enfants et que eux aient un futur, si je veux moi-même avoir un futur, si je veux ne pas détruire cette terre sur laquelle je suis née et continuer au fait que, enfin, ne pas participer au fait que la vie que j'adore et que j'aime tant, un jour n'existe plus. Donc je me suis dit, il va vraiment falloir faire ça. Surtout qu'en plus j'avais commencé à monter mon petit compte Graines de Possible et je m'étais dit, bon bah voilà, à partir du moment où tu assumes avoir une certaine influence, tu peux pas tu peux pas te permettre de pas être au moins de tendre vers un truc qui est un peu cohérent, quoi. Tu peux pas d'un côté dire à tout le monde c'est la catastrophe, au secours, arrêtez tout, vraiment le monde est en train de s'effondrer, et puis de l'autre dire oui, mais par contre du coup moi les gars, j'ai quand même des petites vacances à faire parce que vous comprenez, faut quand même que je me repose et puis vraiment j'adore tellement ça que bon. On va parler un peu plus du projet que tu as lancé à ce sujet qui s'appelle Atterrissage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son but, comment ça s'est passé? Suite à cette prise de conscience là, je me suis un peu renseignée sur ce qu'il y avait autour de l'avion et c'était pas franchement incroyable. Il y avait pas énormément de choses. Il y avait le collectif Stay on the Ground qui est soutenu par Greta, tout ça qui est super chouette, qui a été lancé par Julien Gogel et qui en fait est un peu le Sea Shepherd de l'avion. Mais en fait, quand on va sur la page d'accueil, tout est sombre, et en fait, c'était super vrai. Ils font un travail incroyable. Mais moi, vu que j'étais au début de cette prise de conscience-là, ça m'a juste fait angoisser encore plus en me disant, mais je suis vraiment une criminelle de l'environnement alors que je la défends depuis maintenant 20 ans. Et du coup, je me suis pas vraiment retrouvée. Je me suis dit, mais les gens qui vont prendre conscience comme moi et qui
sont peut-être pas aussi avancés dans leur compréhension du problème, vont juste peut-être se décourager, se dire non mais enfin voilà, tant pis, 5 termes, bah voilà, tant pis, bah voilà, c'est foutu. Donc en fait, à quoi ça sert que je sois zéro déchet, à quoi ça sert que je mange pas de viande, puisque dans tous les cas, juste un aller-retour Paris-Bali que j'ai fait, donc ça a émis 5 tonnes de CO2 par passager, hein, alors, et sans si on fait pas d'escale, alors que le GIEC me dit qu'il faudrait qu'on produise 2 tonnes de CO2 par personne et par an maximum pour rester sous la barre d'1,5 degré. Donc à quoi ça sert que je me fasse chier à me priver d'aller manger un bout de fromage, quoi, et d'acheter mes trucs zéro déchet alors que c'est plus cher et donc en fait je me suis dit il faut vraiment qu'on arrive à trouver un espace où on peut avec bienveillance accompagner ces gens qui sont en train d'atterrir, quoi. C'était ça un peu l'idée, c'était de dire de créer un endroit où en fait on peut non seulement leur dire voilà, c'est ça les chiffres. Donc si t'es comme moi et que tu te penses super écolo et qu'en fait t'adores le voyage au bout du monde, parce qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, je donne des chiffres, ça pollue comme ça l'avion aujourd'hui. C'est ça à peu près que ça fait. Donc prendre conscience. Et après la deuxième partie, c'était comment une fois qu'ils ont pris conscience de ça, les amener à atterrir en douceur, c'est-à-dire à au lieu de se braquer et de se dire c'est foutu, à arrêter doucement à trouver une autre manière de voyager. Donc c'est là où en fait je me suis dit il y a deux choses. Il y a l'humour. Donc arriver à faire ça avec bienveillance et avec humour, et donc avoir un petit peu une com décalée, être un peu, même si c'est un sujet super grave et que j'ai juste envie de crier à tout le monde arrêtez de prendre l'avion, en fait je me dis c'est pas comme ça que ça va marcher, il faut le faire de manière fun, il faut l'approcher faire une approche différente. Donc ça c'était mon deuxième truc, atterrir en douceur et être heureux. Et c'est là où donc en fait pour moi c'est super important d'avoir une communication positive et d'inventer un nouveau récit. Donc de dire il existe une autre manière de voyager. Et c'est pas parce que vous arrêtez de prendre l'avion que vous allez devoir renoncer à tout ce que vous aimez. Qu'est-ce qu'on aime quand on voyage en fait? C'est l'aventure, c'est la découverte, c'est sortir, enfin moi en tout cas ce que j'aimais, sortir de sa zone de confort, s'évader, voir des nouvelles choses, se reposer, se recharger nos batteries. En fait je me suis dit, est-ce que en fait réellement on a besoin de partir loin pour avoir tout ça? Est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion pour avoir tout ça? Et la réponse c'est non. Et en fait, je le montre en faisant le premier challenge. Les gens partageaient une photo en disant, voilà, est-ce que c'est Copacabana ou est-ce que c'est les gorges du Verdon? Et alors évidemment qu'on sait que c'est les gorges du Verdon, mais en fait, quand on regarde les photos sur le compte, vous verrez qu'il y a tellement de trucs super jolis qu'on a envie de se dire, waouh, mais en fait, tout ça, c'est en France. Et moi, cet été, je suis partie en stop à Avignon, je vais en Ardèche, et franchement, il y a tellement d'endroits où j'étais jamais allée, je me dis, mais je suis partie des fois vraiment à l'autre bout du globe pour voir des eaux turquoises, alors qu'en fait, en France, dans les gorges du Verdon, on a des eaux turquoises. Et je me dis pourquoi on a le pays qui est quand même le plus visité au monde. Il y a des gens qui viennent, eux, du bout du monde pour voir notre pays. Et nous, on ne connaît pas vraiment qui aujourd'hui est capable de dire la France, ça va, j'ai fait à peu près... Non, c'est une diversité incroyable. On a des montagnes grandioses, on a la mer, on a un climat super différent, et donc déjà cet aspect d'avoir besoin de paysages différents, rien qu'en France. Après évidemment on peut aussi prendre le train, on peut faire du slow voyage, et ça c'est les prochaines étapes d'atterrissage. Mais rien que déjà de juste dire, de regarder dans son bout du nez, voir qu'en fait en France il y a des choses incroyables, ça je pense que ça a rassuré pas mal de gens. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui m'ont dit c'est cool parce qu'en fait ça m'angoissait et je me rends compte qu'il y a une alternative. Alors après on pose la question oui mais le gars qui ses parents sont en Chine et que alors que ce soit clair tout de suite, si les gens qui prenaient l'avion étaient uniquement des gens qu'ils faisaient parce que c'était leur rêve ultime de toute leur vie d'aller habiter au Costa Rica et qui vont prendre un billet, qui vont rester 3 ans là-bas, ou alors des gens qui vont voir leur famille parce que leur grand-oncle habite au fin fond de la Papouasie, franchement, ça irait. C'est comme dans tout en fait dans l'écologie. Si on mangeait tous juste, je sais pas, un bout de poulet qui vient pas loin, ou un bout de fromage toutes les 2 semaines, on n'aurait même pas besoin d'être vegan en fait. Si on consommait juste un truc de plastique, c'est juste que le problème, c'est notre consommation abusive, absolument irréfléchie de l'avion. Ce que dit, ça commence par moi, Julien Vidal, notre action elle est à la fois hyper insignifiante et hyper grande, c'est-à-dire que, évidemment que si moi, Camille Tienne, je vais prendre une fois l'avion, en soi, le monde va pas changer, drastiquement. Mais, en même temps, si moi j'arrête, si moi je décide de pas le faire, peut-être que ça va inspirer d'autres à pas le faire, et qu'en fait, si on fait cette réaction en chaîne là, et là, ça va avoir un vrai impact. Donc, ne culpabilisez pas, ayez conscience,
Et rendez-vous compte, il y a des choses qui sont possibles en France qui sont incroyables. On peut voyager, on peut non seulement avoir un dépaysement par rapport au paysage, et on peut aussi rencontrer l'autre. Parce que la deuxième aspect du voyage, on dit oui mais rencontrer des cultures différentes, c'est hyper enrichissant et tout, c'est super vrai. Maintenant, entre tes 2 semaines de vacances dans un Club Med au Mexique, ou moi quand je suis allée 2 semaines de vacances dans un camp au camp de Calais, donner des cours de français, je peux te dire qu'en termes de diversité et en termes d'apprentissage humain, je sais largement te répondre où est-ce que j'ai appris le plus. Donc c'est pas un vrai argument du tout non plus. Donc en fait voilà, il faut juste arriver à atterrir en douceur. Pour ceux qui ont vraiment cet appel du large à tout prix, ce que je peux comprendre, ou en fait c'est possible aussi d'aller et c'est un peu la prochaine étape d'atterrissage, de montrer des gens qui ont fait des slow voyages, où en fait ils sont partis je sais pas, ils sont partis en Chine en vélo, ils sont partis, en fait si vraiment vous avez envie d'aller loin, ok, pas de souci. Mais est-ce que c'est normal qu'en 24 heures, on se réveille et on est à l'autre bout du monde? C'est absolument absurde quand on y réfléchit. Ça prend du temps d'aller loin. Et le voyage fait vraiment partie... En fait, quand on dit le mot voyage, en soi, quand on prend l'avion pour aller, je sais pas, en Thaïlande, on fait pas un voyage en soi. Enfin, on arrive à un endroit, d'un coup on se réveille, on est là. Et le voyage, à la base, l'origine du mot, c'est pour dire vraiment, c'est Christophe Colomb qui prend son bateau et qui va en Amérique, et ça met des mois. Et en fait, ça fait partie du truc. C'est aussi un processus intérieur où on n'est pas complètement, quand on dit on est dépaysé d'un coup, en fait, quand on prend le temps de petit à petit voir cette transition, on n'a pas ce dépaysement parce qu'on prend le temps d'avancer et de voir les choses changer. Donc, il y a aussi ces possibilités-là de partir loin. Ça veut pas dire rester forcément en France cloîtré, mais faut prendre le temps. Quand on a 2 semaines, on peut se dire, ok, je vais aller en train en Italie, je vais aller... Si on a devant nous, on veut se donner 1 an, ok, on peut penser à aller plus loin. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est normal de se dire, quand j'ai 2 semaines, quand j'ai même 1 semaine, je vais me retrouver au Vietnam? Enfin, moi, aujourd'hui, ça me paraît pas... Ça me paraît même... quand on y réfléchit dans notre cerveau, on voit bien qu'il y a une dissonance, il y a un truc bizarre qui se passe, quoi. Quel serait ton plus beau souvenir d'un voyage récent que t'as fait local? Là où j'ai grandi, c'est assez fou, et quand j'y retourne, je me dis... là, quand j'y retournais récemment avec des amis, je me suis dit, mais en fait, t'as toujours besoin d'aller super loin, mais juste ouvre les yeux. Je me suis dit, si tu voyais ça dans un autre pays, combien de photos t'aurais prises et à quel point t'aurais été excitée de voir ça, tu vois? Mais vraiment, et je me suis dit, en fait, c'est fou, mais je pense beaucoup. Et à chaque fois, j'aurais dit à tout le monde, oh, mais cet endroit, je vous jure, au fin fond de la Papouasie, mais c'était incroyable. Alors qu'en fait, je me dis, mais Camille, c'est chez toi, quoi. Et en fait, t'as juste jamais eu ce regard-là, et t'as jamais mis ces nouvelles lunettes et ce nouveau filtre d'émerveillement. Et donc, ça m'a appris à vraiment juste me dire, en fait... voyager, c'est surtout un état d'esprit. C'est quand on voyage, moi c'était vraiment, je me disais, là je suis super open à chaque fois. Je suis beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sympa, beaucoup plus souriante, parce que je me mets en mode, tiens, je vais découvrir, et j'ai mon petit guide et tout, et je me dis qu'est-ce qui est sympa. Et je me dis en fait, ça, il suffit juste de se mettre en mode voyage quand on est aussi chez nous, quoi. Et donc voilà, bon après, pour quand même, parce que j'aime bien quand même partir dans d'autres endroits et voir d'autres choses, je suis partie en stop en Ardèche. Et c'était incroyable aussi, c'était super chouette. C'était incroyable le stop, c'est vraiment un truc que j'adore, parce que du coup tu rencontres des gens passionnants et super différents. Et c'est un peu un petit côté aventure pour le coup, là aussi on est là à se dire combien de temps on va rester dans ce petit village perdu au fin fond de la province. Et puis là d'un coup t'as un gars, un apiculteur, qui nous a pris en stop, et on a parlé pendant 3 heures de justement de tout ça, de l'effondrement des pollinisateurs, etc. Et j'ai tellement appris, et c'était fou. Et je me dis, là j'aurais pris un avion, on parle jamais au mec qui est à côté de nous, j'aurais été saoulée parce qu'il ronflait trop fort et que y a l'enfant d'à côté qui fait du bruit, alors qu'en fait là tu vois, non seulement je vais dans un endroit en France, en même temps je rencontre des gens incroyables, et du coup ça, je pense que c'est un truc que j'ai envie de développer un peu. Alors, est-ce que t'en as déjà pas mal parlé, mais si jamais t'avais quelque chose à ajouter sur des conseils pour voyager de manière plus responsable et atterrir en douceur? Alors, donc déjà, être bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire si vraiment, si vous avez déjà prévu un voyage, si c'est vraiment le projet de toute votre vie, si, allez-y, mais posez-vous la question vraiment pour le prochain. Posez-vous la question aussi de pourquoi vous partez. En fait, c'est vraiment se poser la question de pourquoi je pars. Si je pars pour voir ma grand-mère qui est malade et qui habite... voilà, évidemment, je veux dire,
on est né malgré nous dans un monde qui est en train de s'effondrer, dans un monde hyper angoissant. On est né un peu à la fois malgré nous, à la fois c'est une chance incroyable, on a une mission folle qui est là. Et à la fois, on peut pas non plus nous porter tout le malheur du monde sur nos épaules. Et si on sent que ça va nous faire beaucoup plus de bien et que ça va nous permettre de continuer notre action et notre combat chaque jour, allez-y. Je vais pas être la première à dire qu'il faut culpabiliser tout le monde et que n'importe quelle personne qui prend l'avion est un grand criminel climatique. Mais posez-vous la question de pourquoi vous partez. Si c'est pas une de ces raisons-là, si vraiment soyez honnête avec vous aussi, si fondamentalement c'est parce que j'ai 2 semaines et que j'ai envie de partir ou que j'ai un mois et que j'ai envie de partir loin, se dire est-ce que je peux pas le faire autrement? Et pourquoi je pars? Est-ce que je pars? On voit souvent sur les pubs du métro, évadez-vous, oubliez votre quotidien. En fait, c'est même triste, je trouve, de voir ça parce que faudrait qu'on arrive à créer un quotidien, on n'a pas envie de s'en évader en fait. Il faudrait qu'on arrive à créer un quotidien, un jour le jour où on est heureux et où on est épanoui au point de pas avoir ce besoin de dire oh là là, faut vraiment que je parte en vacances là, à juste être là, à penser au week-end ou à penser aux vacances et toute la semaine j'arrête la tête dans le guidon et à dire oh là 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 là. En fait non, c'est pas ça, ça devrait être l'inverse, on devrait pas être heureux que 2 mois par an ou que 2 semaines par an quand on travaille. Et dire du coup je bosse dans un truc qui me plaît pas pour avoir l'argent pour pouvoir me permettre de partir au bout du monde et de tout claquer dans 2 semaines dans des hôtels. Non, enfin ça c'est super triste, je trouve, comme quotidien. Franchement, je le souhaite à personne. Donc en fait, essayer de réussir à faire en sorte que notre quotidien nous rende plus heureux pour qu'on n'ait pas envie de s'évader. Après, donc comme je disais, arriver à retrouver cet émerveillement, cette envie de rencontre, etc. chez nous. Pour ce qui est du voyage, parce que partir c'est aussi quelque chose de chouette, c'est une aventure qui est également enrichissante. Pensez au train qui est, je sais qu'il est aujourd'hui cher. Je sais qu'en France le train est aujourd'hui plus cher que l'avion. Il y a quelques mois, je suis allée avec Cécile Duflot donner une conférence à Barcelone. Alors heureusement, c'est eux qui ont payé, c'est pas moi, parce que sinon j'aurais pas pu me le permettre. Ils ont payé presque 350 € de billets de train, alors que elle, qui a pris l'avion, elle a dû payer, je sais pas, genre un truc comme 100 € quoi. Essayez de vous y prendre en avance, essayez de regarder pour les jeunes tout ce qu'il y a Interrail par exemple, qui font des réductions. On peut avoir un pass où on peut pendant 1 mois voyager en illimité dans des pays européens. Ça c'est un super projet, je l'ai fait il y a 2 ans et c'est vraiment une superbe aventure. Pensez au covoiturage. On n'y pense pas souvent, mais en fait Blablacar, et d'autres sites de covoiturage permettent aussi de partir loin moins cher. Pensez au stop si vous avez un petit côté aventure, si on est par 2, alors évidemment il y en a qui ont peur et qui ont dit quand on est une femme toute seule, bon à titre individuel moi ça s'est toujours très bien passé, je continuerai à le faire. Maintenant j'ai pas envie de dire à tout le monde fais du stop et qu'après je suis responsable de tous vos problèmes. Il faut aussi avoir confiance dans les gens. Alors évidemment il y a des histoires sordides et tout et ça on peut pas mais ça peut vous arriver n'importe où, ça peut vous arriver en sortant du métro, je veux dire. Il faut aussi arriver à faire confiance aux gens et on est dans un monde où vraiment on a confiance un peu près dans nos amis, un peu plus dans notre famille et ça s'arrête un peu près là. Alors qu'en fait, ce qui est chouette aussi dans le voyage, dans tout ça, c'est quand on découvre les gens et il faut arriver à sortir un peu de nos zones de confort et c'est aussi ça qui est cool quand on fait des voyages. Et puis suivre atterrissage pour se rendre compte qu'il y a plein de choses chouettes. Il y a pas que atterrissage, il y a aussi Chiloé qui est un super compte que j'ai découvert, en fait que je ne connaissais pas encore en atterrissage et c'est des abonnés qui me l'ont montré, qui parlent également très très bien et qui sont là depuis plus longtemps donc ils font même encore mieux de tout ce qui est la micro-aventure. Donc en disant en fait on peut camper, dormir à la belle étoile. Mon copain m'avait offert pour mon anniversaire, il était arrivé, j'étais en stage au ministère de l'Environnement. Donc j'étais là, je sortais avec mon petit costume de la Défense et il a débarqué avec un énorme sac à dos. Et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais en sortant du bureau? Et il m'a dit voilà pour ton anniversaire on va pas manger dans un beau resto mais je t'amène quelque part. Je me suis dit ok. Et en fait on est allé camper au bois de Boulogne. Donc à 45 minutes de Paris, on a dormi comme ça à la belle étoile avec notre petite toile de tente et nos duvets. Vraiment genre à 45 minutes de Paris quoi. Donc en fait il y a des possibilités aussi de vivre de l'aventure sans aller spécialement très très loin. Pour finir, est-ce que tu as des livres, des podcasts, des personnalités à suivre sur les réseaux sociaux ou d'autres ressources à recommander aux auditeurs? Plein. Il y a
quelqu'un que j'ai rencontré pour mon podcast du coup il y a pas longtemps, qui s'appelle Julien Vidal, ça commence par moi, et qui a écrit un livre qui vient de sortir en poche, qui parle, en fait, lui, pendant 1 an, il a chaque jour fait un éco-geste. Donc il a une journée, il a changé de banque, une journée, il a juste collé un stop pub, et il raconte ça dans un bouquin. Je pense que c'est le bouquin, si vous devez offrir à quelqu'un un bouquin qui est vraiment quelqu'un qui, au début, sa prise de conscience, parce qu'en fait, vraiment, il fait ça avec humour, bienveillance, il raconte ses galères, et il montre tout le parcours, et c'est une personne... donc non seulement il est cool parce que c'est voilà l'ambassadeur un peu des éco-gestes, tout ça, et moi je me suis dit je veux recevoir mon podcast et on va parler de ça et ça va être cool, et en fait il va beaucoup plus loin que ça, et c'est une personne moi c'est une rencontre qui m'a vraiment énormément marquée, je m'y attendais pas vraiment, qui m'a énormément inspirée, donc lui à suivre. Dans les autres livres aussi, un livre de Julie, je fais la pub pour mes copains mais c'est sincère, Julie Bernier qui a sorti un livre qui s'appelle Zéro déchet, petit manuel d'écologie quotidienne, qui est également une vraie bible, autant que si vous êtes vraiment au début de prise de conscience, que si vous êtes vraiment engagé, il y a plein d'infos dedans et il est super bien fait. En personnalité qui m'inspire, qui sont un peu plus connues, mais Cyril Dion, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de passer du temps et qui est super aligné avec ma manière de voir l'écologie, avec ce qu'on parlait de créer des nouveaux récits, etc. Enfin, moi, c'est vraiment quelqu'un qui, humainement, m'inspire énormément et me donne vraiment envie de faire changer les choses. Pour ce qui est des podcasts, je donne plein de trucs comme ça, vous sélectionnerez ceux que vous voulez garder, mais il y a Présage, que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est du coup plus technique, donc ça va être avec des personnalités, vraiment Jancovici, Gilles Boeuf, etc. Donc si vous voulez un peu approfondir la réflexion, vous allez avoir c'est des trucs assez complets, c'est pas vraiment sur des citoyens, c'est plutôt des chercheurs, c'est plutôt, et là c'est de l'information scientifique pure, donc c'est très chouette aussi. Et puis suivre On est prêt, évidemment, parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, où on parle toujours avec bienveillance et avec joie, autant qu'avec lucidité, c'est-à-dire que vous allez apprendre des vraies choses qui sont à la fois tristes, qui peuvent être angoissantes, qui sont vraies, et en même temps on va essayer de faire en sorte de pouvoir vous donner les clés pour avoir envie d'agir et pas simplement que ça vous paralyse. Et encore plein d'autres gens très très chouettes, mais il y a pour vous donner différents trucs après comme ça, voilà, il y a un spectacle que j'ai pas encore vu, donc c'est vraiment pas très cool de faire ça, mais c'est un très bon ami et je sais qu'il est très drôle et qu'il est génial, c'est Et tout le monde s'en fout, Axel Latuada, qui a fait un nouveau spectacle, un one man show, et donc c'est un super one man show sur justement tout ça, sur justement l'écologie, et je pense que ça peut être bien d'arriver à en rire aussi. Et donc il a fait son avant-première là à Nantes, et puis il est bientôt à Paris, donc essayez de regarder ses places. Voilà. Et puis on parlait de Roxane d'Air Lobbies, pour ceux qui ont besoin d'un peu d'informations plus engagées, plus où elle partage vraiment des choses avec des chiffres, avec des rapports, c'est vraiment bien sourcé, donc c'est une vraie source d'information. Si vous voulez utiliser votre feed Instagram un peu comme une source d'information, comme un journal, elle, c'est vraiment un compte à suivre aussi sur Instagram. Pour les ressources un peu plus de philosophie et un peu plus complexes, il y a Bruno Latour, qui est un super philosophe qui a écrit plein de choses là-dessus, sur l'environnement, et qui, si je dois vous en conseiller un, je pense que ce serait lui, qui est assez inspirant. Et après, oh là là, il y a tellement de choses. Après, relire les classiques, en fait. Même Spinoza parle de la nature, et avec beaucoup de justesse, et c'est chouette. Il y a un dernier truc qu'on m'a conseillé récemment, que j'ai pas encore lu, qui s'appelle Siècle bleu, et qui est un roman fait par un mathématicien, où en fait on voit aussi le pouvoir de la fiction pour nous plonger dans ces questions-là. Donc ça, c'est toutes des ressources un petit peu plus techniques aussi, mais qui peuvent être intéressantes si on a envie d'approfondir un peu la réflexion. Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps, et puis à une prochaine alors. Merci à toi, et puis à bientôt pour de nouveaux atterrissages. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos suggestions d'invités ou me faire part de vos remarques et feedbacks par email. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine!